Au XXe siècle, l'Europe connaît des bouleversements notoires. Sans vouloir vous en dresser une liste exhaustive, une guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale, 80 millions de morts, une guerre froide, une ville scindée en deux, et puis l'explosion du bloc soviétique. Des guerres en Yougoslavie, en Tchécoslovaquie, en Hongrie. Yougoslavie a été créée après la Première Guerre mondiale. Quand l'Autriche-Hongrie, ils ont perdu la guerre après l'assassinat à Sarajevo de la Première Guerre mondiale. Et un autre courant domine l'ensemble des arts, ainsi que la philosophie et la politique. C'est le modernisme. Pour Anne Faure, doctorante à l'ENS de Lyon, c'est un terme qui masque des conflits, des bouleversements et un nombre quelconque de positions contradictoires. À la fin du XIXe siècle, en pleine seconde révolution industrielle, la société est tournée vers le progrès, qui amène avec lui un ensemble de révolutions technologiques et sociales. C'est en réaction à l'avancée précipitée du rôle de la machine, qui déshumanise l'humain, que les artistes, porteurs du courant moderniste, s'interrogent. Le nouveau monde moderne doit-il revaloriser l'artisan ou faire table rase du passé ? Fight! C'est dans ce contexte qu'Adolphe Loos publie Ornement et crime, qui fera basculer dans le modernisme épuré. Loos conserve les idées de William Morris, qui souhaite abattre les hiérarchies, propulser l'homme dans la modernité. Mais Loos dénonce le superflu, là où pour Morris, le travail est la libération de l'artisan par la création du beau. On fait table rase. You win. Épuré pour mieux régner. Max Weber dit « Être moderne, c'est d'abord être tourné vers l'avenir. » C'est la raison qui devient le sujet de toutes les attentions, dans un monde où Dieu est progressivement remplacé par la science ou par l'inconnu. Encore Max Weber, c'est le désenchantement du monde. Néanmoins, même si Loos souhaite abattre les classes sociales, sa pensée est fondée sur une hiérarchie de culture, de race et de genre. Celle-ci place les aristocrates, les designers et les architectes au-dessus des autres. Il faut noter que nous sommes alors, en ce début du XXe siècle, en pleine époque colonialiste et où la théorie de l'évolution de Darwin, ou bien les découvertes de Freud, servent à appuyer des thèses suprémacistes et à légitimer le racisme, ainsi que la supériorité de certains êtres sur d'autres. Pour ces penseurs, l'homme blanc moderne a dépassé sa condition, car il n'est plus capable d'inventer une ornementation nouvelle. Le nouveau siècle se tourne ainsi vers l'absence d'ornementation comme retranscription visuelle de cette philosophie suprémaciste et idéologique. Bon, pendant que des hommes blancs et bourgeois débattent du beau, il se passe ça. Et après, il y a le fascisme. Le fascisme, c'est déjà créé par Franco. Il y a le nazisme par Hitler. Bon, Hitler, il occupait l'ancienne Yougoslavie. Serbo-croate et après sont arrivés slovènes. Bosnie-Herzégovine, ça n'existait pas. Macédoine n'existait pas, seulement ces trois pays. Et après, bon, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Dans la Deuxième Guerre mondiale, nous, on s'est battus indépendants de l'autre. Comment s'est battu? Avec système partisan. Ça veut dire dans les montagnes, etc. Les régimes totalitaires de Mussolini et Hitler, fondés sur des théories eugénistes, s'emparent de l'espace public pour en faire une façade de leur propagande. À Berlin, Hitler veut construire un aéroport mondial. Le projet est confié à Ernst Sagebiel. Ce bâtiment en arc de cercle de plus d'1,2 km occupe 386 hectares en plein cœur de Berlin. Ce bâtiment montre l'ambivalence de l'architecture de l'époque nazie entre les méthodes de construction modernes mélangées au gigantisme architectural. Tempelhof prend la forme d'un immense squelette en acier. Fait partie d'un ensemble de projets commandés par Adolf Hitler. Ces derniers remplissaient une double fonction. Afficher au monde extérieur une supériorité technique, tout en marquant, tant de façon physique qu'émotionnelle, les populations. La construction de bâtiments et de monuments constitue alors aux yeux de ses dirigeants la meilleure façon d'y parvenir. 1945, l'Allemagne nazie s'effondre, les villes d'Europe sont détruites, il faut alors reconstruire au plus vite.
L'Europe de l'Est passe en grande majorité sous le joug de l'URSS, qui va devenir le symbole de cette architecture, de forme radicale, géométrique et franche. Le brutalisme. Le béton mis au centre de ces ouvrages permet de construire en masse, comme des copier-coller sous une pseudo-adéquation avec l'idée de collectivisation. On assiste alors à un décalage entre l'uniformité des banlieues monotones communistes et l'exubérance des édifices gigantesques et futuristes. Et ce système autogestion tenait certain temps jusqu'au mort de Tito. Tito est mort et il n'est pas un dictateur. Quand même, il avait une certaine discipline. Il faut respecter droit les hommes et ne pas trop mêler dans les politiques. Il n'y a pas de politique gauche et droite, il y a une politique, c'est la gauche, qui lui commandait. La droite, il ne mettait pas en prison, mais quand même, il avait des fonctions publiques, etc. Et jusqu'après, le système, ça fonctionnait comme ça, tout le monde est content, et évolution, pays non alignés, aidé beaucoup, évolution de Yougoslavie, on a fait beaucoup de choses, un pays très riche, Yougoslavie. Les jeunes ouvriers gagnaient beaucoup, ils ont une vie standard extraordinaire. Tout simplement. Mais quand même, au début, l'ordre un peu cher, après c'est un peu l'ordre. Il y a plus liberté, et voilà. Beaucoup de choses disciplinaires, mais pas liberté. Et moi, quand je suis arrivé à Belgrade, là-bas, on a 1300 délégués là-bas qui s'exprimaient. Et bon, me demandaient, m'appelait qu'on discute. Quand je donne le citat, mais je n'ai pas dit ça. Je dis ce que je pense. Vous me mettez en prison, mais il ne peut pas me mettre en prison, parce qu'ils ont une militaire. En attendant Yougoslavie, il a créé un système autogestion. Et il se faisait par Rocard, qui était Premier ministre de la France. Ça veut dire les ouvriers commandent ces entreprises et liberté les gens aller où ils veulent. Parce qu'avant, on ne pouvait pas aller, parce qu'il faut certaines procédures. À partir de 1964, on peut aller où nous voulons, à condition, si on n'est pas déjà jugé pour quelque chose, etc. Ils avaient leur appartement, ils fournissaient leur appartement, ils avaient un travail, ils avaient, tu vois, la base nécessaire pour vivre. Et puis il a fait beaucoup d'immeubles, il a fait partout, enfin, des habitations et tout. Hein. Bon, mais non. Mais l'autogestion n'a pas marché parce que les gens n'étaient pas assez, justement, disciplinés. 4 hôtels et tout, une grande plage et tout. C'est intéressant aussi. Et les gens travaillaient là-bas, puis tout d'un coup, il n'y avait plus de draps, parce que tout le monde c'est à moi, c'est moi. Tout le monde, comme tout le monde participait. Et alors, par contre, tous ceux qui étaient vraiment les dirigeants, ils allaient dans les restos, ils allaient manger, on signait, ils signaient, puis c'était le parti qui devait payer. En plus d'une architecture écrasante, empruntée au régime précédemment évoqué, de nombreux mémoriaux sont construits dans les différentes républiques socialistes soviétiques. Prenons l'exemple du mémorial de Vítkov à Prague. Initialement construit pour rendre hommage aux légions tchécoslovaques qui ont combattu durant la Première Guerre mondiale, il deviendra un symbole national au début des années 20, en devenant le mémorial de la Libération. Il est conçu dans un style fonctionnaliste par l'architecte Jan Zazvorka. Néanmoins, l'inauguration n'aura jamais lieu, car Prague est occupée dès 1938 par le régime nazi. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il accueille alors la tombe du soldat inconnu. Mais rapidement, le mémorial est détourné par les communistes. Il devient alors un mausolée des personnalités communistes du pays, en accueillant notamment la dépouille du premier président communiste, Clément Gottwald. Elle y restera jusqu'en 1989. À Berlin, le plus important mémorial est celui du parc de Treptow. Érigé entre 1946 et 1948 à la mémoire des soldats soviétiques, il accueille aujourd'hui 4800 soldats.
Au mausolée, 2 statues encadrent l'entrée. Pour rejoindre la statue principale, il faut traverser le jardin où 16 sarcophages, comme les 16 républiques de l'ex-URSS, sont ornés de fresques qui illustrent la Grande Guerre pour la patrie, guerre contre l'Allemagne nazie. La statue principale qui trône au centre du mausolée représente un soldat soviétique, la garde baissée, il écrase une croix gammée. Son geste annonce la victoire, il ordonne la paix et paraît promettre un avenir prospère. Malgré les apparats, ces mémoriaux cachent un système oppressant, qui écrase l'individualité. La Stasi, police politique, se rend elle invisible, mais épie les moindres faits et gestes des citoyens de la RDA. Elle dépasse l'espace public, oppresse de l'intérieur, le privé n'existe plus. Les régimes communistes s'implantent aussi sur le bord de la Baltique, comme Tito, dirigeant de l'ex-Yougoslavie, et communiste, qui fait partie du mouvement des non-alignés. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est Tito qui était président, le chef de tout ça. Allemand, disons, nazisme, il voulait la tuer, il n'arrivait pas à tuer, et après il s'est créé système Yougoslavie, Nouvelle Yougoslavie. Nouvelle Yougoslavie, il composait 6 républiques et 2 autonomies. Ça veut dire Slovénie, Croatie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine et Monténégro. Et 2 autonomies, Kosovo et Voïvodine. Bon, ça a fonctionné, mais les Staline qui étaient au pouvoir dans l'époque, ils ne voulaient pas occuper tous les pays de l'Est, ils voulaient occuper le pays ici. Parce que nous, on était un peu indépendants, parce qu'on n'est pas été alignés ni droite ni à gauche. C'est le moment de guerre. Israël, c'était difficile. L'année 50, 51, Staline est arrivé avec ses troupes Union soviétique, si tu veux, à frontière Hongrie, parce qu'Hongrie, c'est le système totalitaire de l'Union soviétique. Ils voulaient apprendre, on n'était pas américains, ça veut dire ça s'est fini comme ça. Et on avait, disons, certaine indépendance. Jamais indépendance. Jusqu'au 60. Et après, ils sont créés pays non alignés. Avec Tito, Nasser et Nehru. 160 pays dans le monde étaient faits en bloc contre Est et Ouest. Ils s'étaient alignés, ça tenait certain temps, et après ça s'est détruit eux-mêmes, parce que le capitalisme a pris certain pouvoir financier et aussi économique. Bon, ça tenait certain temps, et Tito est mort. Et ça a toujours il a été dit que si le jour où Tito va partir, il y aura un problème. Et ça n'a pas loupé. C'est lui qui faisait l'unité du pays, quoi. Enfin de toutes les républiques. Chaque république, il voulait avoir, je dis, il y avait 6 républiques, sans indépendance. Croatie, il voulait aussi indépendance, ben, il ne peut pas se libérer. Et là, ça a commencé, guerre entre Serbes et Croates. Croates et Serbes vivaient ensemble. C'était il y a longtemps, c'était au printemps dernier. Première victime, les civils. Ils ont passé des semaines terrés dans les caves. On était à dîner chez des amis, là, chez Béni, à Mandalina, et ça, tout d'un coup, ça a pétaradé. Donc mon ami avait préparé le sac, comme tout le monde prépare un sac avec jogging et tout, tu vois. Le sac de secours. Ah ouais. Et elles m'ont emmené, on est descendu dans les abris, dans la roche, là en bas. Et c'était horrible pour moi. Il y avait des... C'est énorme, hein, c'est toute la roche qui est... D'ailleurs, qui était pour les militaires. Ils avaient déjà préparé, ils dessalaient l'eau. Ils avaient un système pour dessaler l'eau. Tu vois, dans Et là, il y avait quoi? Je ne sais pas combien de gens. Je ne sais plus. Ils étaient avec leur lit de camp. Il y en avait qui avaient leur petit réchaud. Tu vois, ils vivaient là, dans ces... Non.
dans l'abri, quoi. Ok. Et moi, j'ai pas pu rester. Hein. J'ai dit je m'en vais parce que c'est l'humidité, les odeurs. On est rentré dans le village et puis on est resté chez des amis. Et ça a été aussi très, très dur parce que je savais que les mines, beaucoup de gens étaient amputés. Des minages parce que des centaines d'obus n'ont pas explosé, mais aussi traques d'éventuels combattants croates encore embusqués dans les recoins de la ville détruite. Dans la vieille ville, des centaines de civils sortent également des abris. Ils sont abrutis de fatigue, presque KO debout. Jer je to sramota, čovjek, Srbina, Hrvatna, Hrvata, brat na brata da ide, sramota. Sono attaqués, ils voulaient apprendre Croatie parce qu'il y a un système régime, ils permettaient voir l'armée et tout ça. Et c'est après, quand il y a eu la guerre, commencé la guerre là, de 91, 92, alors là, la religion, elle a pris une place. En Croatie, c'était la religion catholique, en Bosnie, c'était les musulmans, et puis les Serbes, les orthodoxes en Serbie. Ok. Tout d'un coup, la religion... A repris le dessus. parce que moi, j'ai même dit... Et il y a aussi beaucoup de religions qui se mêlent ici. Parce qu'ici, vous avez trois religions. Il y a orthodoxe, catholique et musulman. Oui, juif. Chaque qui pense autrement, c'est difficile. Le Balkan, c'est assez compliqué. En France, disons 80% sont catholiques, mais ici, non. Non, il y a plus de musulmans, après orthodoxe, la catholique, c'est le troisième. La religion, c'est pas... Comment dire? C'est pas un État. C'est pas un État, la religion. C'est pas... Ça n'a rien à voir. Oui. On s'est battu pendant 4 ans, 5 ans presque, et on a libéré le pays. Et maintenant, c'est Croatie, un pays démocratique et libre. Aujourd'hui, la côte croate laisse encore apercevoir des vestiges de ce passé communiste. Mais aujourd'hui, les traces de ce passé divisent. Faut-il détruire, cacher ou glorifier? À Berlin, le passé du XXe siècle se lit dans les rues. À Berlin, donc c'est assez évident, au vu du contexte historique, avec toute la destruction, donc on voit des anciens bâtiments comme le palais du Reichstag, mais on voit aussi beaucoup de nouveaux bâtiments très neufs. Et la ville est hyper aérée, finalement, avec beaucoup de grands axes, avec les voitures. Et puis tout le mur qui est resté tout le point du mur, là, ici, à la galerie. Donc on voit pas mal l'impact. De nombreux mémoriaux aux différentes victimes du Troisième Reich sont présents dans la ville. Le musée juif de Berlin raconte l'histoire du judaïsme et documente la culture juive à travers les sons et des objets originaux. Le musée est un bâtiment conçu spécialement pour cet usage par l'architecte Daniel Libeskind. Le sol incliné, la difficulté à s'y orienter et différentes caractéristiques symbolisent pour l'architecte à la fois la peur des déportés et la difficulté des descendants à construire leur identité. La mémoire de l'Holocauste a donc une place prépondérante dans l'espace berlinois. De plus, de nombreux bâtiments sont aujourd'hui devenus des lieux entre histoire et mémoire. Les anciens points d'oppression, comme le Checkpoint Charlie, le Palais des Larmes ou les anciens locaux de la Stasi, sont réhabilités pour devenir des musées qui racontent leur histoire et celle des habitants de l'époque. Mais la mémoire est aussi un outil puissant, notamment pour les régimes nationalistes. En Hongrie, Viktor Orban l'a très bien saisi. Dans l'espace public, le passé est instrumentalisé pour exacerber le nationalisme, un récit qui empêche de dépasser les traumatismes. À quelques pas du Danube, un monument fait débat. Édifié en 2014 à l'initiative de Viktor Orban, la sculpture figure un aigle allemand attaquant l'ange Gabriel, personnification de la Hongrie innocente, surmontée d'une inscription en mémoire des victimes de l'occupation allemande. Le mémorial devait honorer les victimes de l'invasion du Troisième Reich, mais il passe sous silence
le statut du pays pendant la Seconde Guerre mondiale, allié du régime allemand. En effet, le gouvernement de l'époque a fait passer des lois antisémites avant l'invasion de 1944, ce qui aurait coûté la mort à plus de 60 000 juifs. Pour l'historien Roman Krakowski, le régime passe sciemment sous silence la question de la co-responsabilité des élites politiques dans la collaboration sous l'occupation allemande ou le communisme. La Maison de la Terreur, installée dans l'ancien siège de la Gestapo à Budapest, accueille aujourd'hui un musée à la véracité historique plus que critique. Maria Schmidt, à la tête de ce musée, affirme « 1956 n'était pas une révolution socialiste, mais une révolte purement nationaliste de la jeunesse de Budapest sans idée de gauche. La responsabilité de l'Holocauste en Hongrie incombe aux nazis et ne doit rien à l'État hongrois. » D'après Roman Krakowski, le pays se trouve dans une position de martyr, ce qui permet de conclure « La déresponsabilisation des Hongrois permet de ne pas engager un véritable travail de mémoire. » Enfin, le Memento Park, regroupant les statues à la gloire du communisme et relégué en périphérie à l'écart des Hongrois et des touristes, témoigne de la difficulté à s'approprier la mémoire de cette période. Mais la mémoire de ce passé peut aussi rester là, comme si elle traînait, au milieu des baigneurs qui s'en servent comme plongeoir ou abri contre le soleil. Bref, l'architecture et la volonté d'une époque traduite dans l'espace.